En attendant et peut-être pour commencer, pour notre information et pour savoir qui nous rejoint aujourd'hui, vous pouvez peut-être écrire dans le chat votre nom, l'organisation à laquelle vous appartenez et le pays depuis lequel vous nous rejoignez pour qu'on ait une bonne idée de qui est présent avec nous aujourd'hui. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, si vous pouvez écrire votre nom, pays depuis lequel vous nous rejoignez et l'organisation, ça pourrait nous être très utile. Voilà. Euh, Ah, Abdoulaye Dia depuis la Mauritanie. Ah, super. Merci beaucoup. Voilà, exactement comme ça pour avoir un peu une idée de euh, quelle couverture géographique on a. Cameroun, Mauritanie. En tout cas, on commence bien avec toute l'Afrique de l'Ouest qui est bien représentée et l'Afrique du Centre. Ok, donc je crois qu'on va pouvoir commencer au moins avec les formalités de bienvenue. Donc, comme je l'ai déjà dit, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'agrobusiness intelligent face au climat. Pour commencer, je tiens à vous signaler que cet webinaire sera enregistré. Ça veut dire que si vous ne voulez pas être vu dans l'enregistrement, vous pouvez quitter cette conversation et ensuite retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre site web, dont je posterai les liens euh, incessamment sous peu dans le chat. Si vous souhaitez rester dans le webinaire, sachez que si vous n'ouvrez pas votre micro ou votre caméra, on ne vous verra pas dans l'enregistrement. Donc l'enregistrement a été démarré et on peut commencer. Je vous prierai aussi de garder votre micro et votre caméra fermés pendant la présentation, juste pour garantir que tout le monde puisse avoir suffisamment d'Internet pour voir la présentation et ne pas surcharger. Et donc, s'il vous plaît, gardez votre micro et caméra fermés pendant le début de ce webinaire. Bien, donc ça, c'est pour les questions juste techniques. On vous souhaite la bienvenue. Donc, pour ce webinaire Agrobusiness intelligent face au climat, organisé par la Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes, c'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre du programme de préparation pour participation au fonds compétitif de contrepartie organisé par la Facilité d'appui aux entreprises. Donc, comme je disais, ce webinaire s'inscrit dans cet appel à projet que nous avons lancé le 8 juillet 2024. Et je tiens à vous rappeler quelques détails concernant cet appel à projet. Donc, il s'agit du troisième et dernier appel à projet lancé par la Facilité d'appui aux entreprises. Et la date limite de soumission pour vos projets, pour vos notes conceptuelles, est fixée au 12 août midi GMT. Donc faites bien attention parce que des fois on peut se tromper sur l'heure et après on peut être une minute trop tard. Donc le 18 août 2024 avant 12 heures GMT pour la date limite de soumission des candidatures. Sont éligibles les entreprises venant de tous les États membres de l'OEACP avec une priorité qui sera donnée aux projets qui viennent de pays qui n'ont pas reçu de projet ou peu reçu de projet dans nos appels précédents. Et c'est un appel à projet qui centre les chaînes de valeur de l'anacarde, du cacao, du maïs et du bétail. Et quand on dit bétail, dans ce contexte, on sous-entend les bovins, les caprins et les ovins. Et enfin, petit rappel du contexte, nous faisons un appel à projet pour trouver des projets qui sont axés sur l'augmentation des revenus tout au long de la chaîne de valeur, l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation au changement climatique, et aussi les approches transformatrices en matière d'égalité des sexes. Toutes les informations euh, sur ces appels à projets, plus en détail, vous les trouvez sur nos sites web. Donc, comme vous voyez sur l'écran, cacao, bétail et maïs, vous vous rendez sur le site web agribusinessfacility.org, rubrique financement. Et pour la chaîne de valeur de l'anacarde, vous vous rendez sur comcachou.org,
fonds de contrepartie et j'ai reposté les 2 liens dans le chat pour votre information. Quel est le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire? Donc on l'a rappelé, c'est cet appel à projet, mais pourquoi en fait on met tant en avant l'importance de la résilience climatique? Parce que les systèmes agroalimentaires des pays du Sud sont particulièrement affectés et de manière disproportionnée par les effets néfastes du changement climatique, notamment l'augmentation des températures. Et ces mêmes systèmes contribuent aussi en partie au changement climatique. C'est pourquoi c'est aussi aux entreprises, notamment aux entreprises agroalimentaires, de participer et de prendre des mesures climatiques pour s'adapter aux impacts du changement climatique, mais aussi lutter contre ses effets. Et c'est dans ce contexte, bien sûr, que c'est vos idées, vos projets innovants que nous prévoyons de soutenir par le biais du fonds de contrepartie. Et ces projets sont essentiels pour atteindre l'objectif global d'avoir des chaînes de valeur agricoles plus résilientes. Donc, je vais laisser la parole à nos présentateurs principaux et je faciliterai cette session. L'objectif général vraiment de ce webinaire, c'est d'avoir une compréhension commune sur ce qu'est la résilience climatique et vous fournir plus d'informations sur cette résilience dans le contexte de nos notes conceptuelles. Et je vais maintenant, pour présenter l'agenda plus en détail et pour faire les apports techniques, laisser la parole à Monsieur Mohamed Salifou Issaka, qui est chef de composante du programme MOVE de la GIZ, qui est un programme régional sur les chaînes de valeur orientées vers le marché et l'emploi et la croissance dans la région de la CEDEAO. Mohamed qui accumule en total plus de 13 ans d'expérience dans la conception et la gestion des aspects techniques des programmes de coopération au développement dans l'agriculture et le développement rural, et qui y associe une expertise dans le développement des chaînes de valeur agricoles avec de l'expérience pratique ainsi qu'une expertise dans la recherche, la production et le développement de la chaîne de valeur du cajou spécifiquement. Il sera appuyé dans cette présentation et surtout pour les questions-réponses par Madame Regina Kistler, qui est conseillère auprès de ABF, avec des missions principalement centrées sur le développement des capacités humaines et qui est aussi point focal pour le projet pour le changement climatique et la jeunesse. Madame Kistler, qui a aussi travaillé auparavant auprès du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, notamment sur les questions de politique climatique et qui a travaillé avec la FAO, notamment sur les questions d'emploi des jeunes en milieu rural et sur les migrations. Et donc, je suis vraiment confiante de vous laisser en très bonnes mains. Et je donne la parole, du coup, à Mohamed. Merci beaucoup, Lou, pour cette présentation et cette introduction. Je pense que c'est vraiment très brillant. Et bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos participants. Je suis vraiment heureux de vous avoir ce matin pour ce webinaire qui porte sur le climat dans le cadre de l'appel à notre fonds compétitif de contrepartie. Et comme l'a dit Lou, donc je vais faire la présentation avec l'appui de ma collègue Regina, qui est aussi dans l'école. Donc, l'agenda de ce matin, c'est vraiment pour avoir une compréhension commune sur la thématique de la résilience climatique de nos chaînes de valeur que nous promouvons au niveau de la facilité d'appui aux entreprises. Et dans un second temps aussi, nous allons parler des pratiques et des exemples de l'agrobusiness intelligent face au climat. Et nous allons après aborder les aspects de développement des capacités humaines pour mettre en place les approches d'agrobusiness intelligent face au climat. Et enfin, nous allons parler de quelques nouvelles réglementations de l'Union européenne et aussi parler de l'inclusion des gens et de la jeunesse dans les aspects du changement climatique. Donc, à la fin de cette présentation, il y aura une session de questions-réponses où vous pouvez poser toutes vos questions. Et n'hésitez pas aussi déjà, si au cours de la présentation, il y a des questions qui vous viennent en tête, en même temps, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et après, on va les répondre. Donc, sur ce, on va aller droit dans le but. Et
peut-être pour commencer, parlons du changement climatique et nous. Donc, je vais peut-être demander à tous les participants 10 minutes de réflexion silencieuse sur les deux questions clés qui sont sur le diapo en termes de impact, des types d'impact du changement climatique que vous observez dans votre environnement, dans votre contexte, et comment ces types d'impact de changement climatique affectent la chaîne ou les chaînes de valeur des entreprises agroalimentaires que vous souhaitez cibler dans le cadre de cet appel. Donc, vous pouvez déjà faire cette réflexion en regardant les deux images qui sont à droite diapo. Donc, je vous demande de faire quelques réflexions internes silencieuses, 10 secondes, et on commence. Top, c'est parti. OK, très bien. Je pense que vous avez pu avoir beaucoup de résultats de réflexion et je vous demande de les noter et de suivre avec nous cette présentation tout en ayant à l'idée ces éléments que vous avez au cours de la réflexion. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif vraiment pour nous, c'est d'harmoniser notre compréhension commune sur la thématique résilience climatique. Et pour nous, la résilience climatique est la capacité des systèmes agricoles, des communautés et des écosystèmes à se préparer, à réagir et à s'en remettre aux effets du changement climatique en maintenant leur productivité, leur fonctionnalité et leur durabilité, ainsi qu'en minimisant les dommages face aux effets du changement climatique. Pour cela, il faut comprendre les risques climatiques et avoir la capacité de s'adapter, d'apprendre et de se transformer en conséquence. La résilience peut être renforcée par la mise en œuvre des stratégies de l'atténuation et d'adaptation face aux effets des changements climatiques à court et à long terme. Donc, comme vous le voyez sur les diapos, donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des pratiques agro-business intelligentes face au changement climatique pour pouvoir vraiment concevoir des chaînes de valeur vraiment résilientes au changement climatique. Et avec ces actions, cela pourrait nous aider à faire face aux impacts négatifs du changement climatique et aussi d'améliorer et de transformer les systèmes agroalimentaires pour avoir des systèmes très durables et aussi réduire la vulnérabilité de ces systèmes agroalimentaires face aux effets du changement climatique. Donc, c'est quoi l'approche agro-business intelligent face au changement climatique? L'approche est de développer et mettre en œuvre des stratégies de résilience climatique tout au long de la chaîne de valeur. Et cette approche s'appuie sur l'approche de l'agriculture intelligente face au changement climatique qui a été développée par l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture des Nations Unies, la FAO, et qui comporte trois objectifs indépendants. Le premier objectif, c'est d'augmenter durablement la productivité et les revenus agricoles, surtout pour assurer la sécurité alimentaire. Et le deuxième objectif, dont on va parler beaucoup plus dans cette présentation, est l'adaptation et le renforcement de la résilience au changement climatique. Et le troisième objectif, dont nous allons aussi parler, c'est de réduire et d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre lorsque cela est possible. Donc, ici, nous avons parlé de l'adaptation, comme je l'ai dit. Euh, c'est une euh, terminologie qui est clé dans la résilience climatique. Donc, comment faire l'adaptation? Et nous entendons par l'adaptation comme l'ensemble des mesures et stratégies d'ajustement proactif au climat actuel ou prévues et à ses effets dans le but de réduire la vulnérabilité des écosystèmes et des communautés rurales. Et à côté de l'adaptation, c'est l'atténuation des effets des changements climatiques. Et nous entendons par atténuation des effets des changements climatiques
tout effort qui vise à prévenir ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à améliorer leur élimination dans l'atmosphère. Donc, comme vous l'avez compris, au niveau de l'atténuation, il y a deux thèmes qui sont clés. Donc, c'est d'abord la réduction des émissions. Et quand nous parlons de la réduction, c'est l'ensemble des approches qui consistent à identifier, développer et mettre en œuvre des mesures et des stratégies tout au long des chaînes de valeur qui permettent de minimiser les émissions des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en améliorant des pratiques actuelles ou soit en développant des pratiques alternatives qui n'entraînent pas des émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, nous avons l'élimination ou soit le stockage des gaz à effet de serre. Et là, c'est l'ensemble des approches ou bien des mesures qui consistent à identifier, à développer et à mettre en œuvre tout au long de la chaîne de valeur et qui permettront de contribuer à absorber les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et à les stocker à long terme dans les puits carbone, comme les forêts ou bien au niveau des sols ou bien au niveau des prairies. Donc, toutes ces mesures constituent ce que nous mettons dans l'élimination et le stockage. Maintenant, au niveau des gaz à effet de serre que nous visons, donc c'est tous les gaz qui rentrent dans cette gaz qui contribuent au réchauffement climatique et plus principalement le CO2 qui représente à 75% de tous les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et sera constitué aussi la référence pour mesurer les gaz à effet de serre. Et aussi, nous avons le terme COD équivalent. Donc, le COD équivalent, c'est l'unité de mesure et de comparaison des émissions des gaz à effet de serre. Donc, pour, par exemple, le méthane ou soit l'azote, donc, on va parler de COD équivalent, donc, pour pouvoir mesurer la quantité de leurs émissions dans l'atmosphère. Et toutes ces mesures seront mises en œuvre au niveau des différentes volets de nos chaînes de valeur. Et pour pouvoir le faire, il sera important pour les agrobusiness de vraiment faire une analyse de l'environnement des chaînes de valeur dans lesquelles ils travaillent, tout en ayant en tête que les entreprises des chaînes de valeur peuvent avoir un impact négatif sur le climat et l'environnement à travers peut-être la destruction des forêts ou la déforestation dans le cadre de la mise en place des nouvelles plantations ou bien dans la mise en place des nouvelles cultures. Et ça peut se faire aussi à travers les émissions aux techniques de production, aux déchets, aux sous-produits et aux pertes, par exemple durant le stockage. Et cela peut se faire aussi à travers les gaspillages des ressources, surtout les ressources en eau. Donc, il y a ces entreprises qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement ou le climat. De l'autre côté aussi, l'environnement et le climat peuvent affecter ces entreprises et aussi ça peut se faire à travers des inondations. Donc, les inondations peuvent causer des effets négatifs et dégrader les cultures, les tempêtes, les fortes pluies et tout ça là peut aussi avoir la baisse de la productivité au niveau des chaînes de valeur et ça peut aussi entraîner des coûts de production plus élevés ou soit augmenter des prix de l'eau, des prix de l'énergie, des prix des matières premières et l'élimination des déchets. Par exemple, depuis l'année dernière ou bien cette année, quand on prend la chaîne de valeur cacao, ou soit la chaîne de valeur anacarde, on constate qu'avec les effets des changements climatiques, surtout l'effet El Niño, il y a la productivité qui a baissé et ça a créé des coûts élevés pour les matières premières sur le marché international. Et ce qui est intéressant, bien que ces chaînes de valeur peuvent avoir des impacts négatifs ou soit peut-être affectés par les changements climatiques, on peut aussi avoir des contributions à travers ces entreprises agroalimentaires pour compenser des émissions
ou créer des économies vertes. Donc, cela peut se faire à travers des séquestrations, des programmes de séquestration de CO2 et de vente de crédits carbone sur le marché. Et ça peut aussi se faire à travers des produits et des services pour l'économie verte, donc développement des technologies et services ou soit des investissements environnementaux. Et cela peut se faire aussi à travers l'adoption et l'utilisation des énergies renouvelables au niveau de ces entreprises, de nos chaînes de valeur. Donc, ça constitue une opportunité et c'est pourquoi vraiment on l'a mis en vert ici. Et c'est là déjà que les réflexions peuvent commencer déjà pour vous, les potentiels candidats, donc de faire cette analyse de vos chaînes de valeur et voir quels sont les impacts des changements climatiques sur ces chaînes ou bien comment ces chaînes contribuent au changement climatique et vraiment développer des exemples ou bien des approches d'agro-industrie intelligente face au climat. Et ici, nous avons quelques exemples concrets en termes d'adaptation. Donc, pour la filière anacarde, la filière cacao, soit la filière maïs, par exemple, des systèmes de collecte et de stockage de l'eau à petite échelle, combinés à l'irrigation goutte à goutte et au paillage, peut améliorer la disponibilité de l'eau au niveau des systèmes de production, ou soit le fait de planter des haies et des arbustes pour éviter ou soit diminuer le ruissellement de la surface et les pertes de carbone ou soit des nutriments dus à l'érosion de la couche arabe au niveau des plantations, au niveau des systèmes de production du maïs, par exemple, peut constituer des approches d'adaptation. Au niveau de l'arachide, par exemple, l'utilisation des plants greffés améliorés de cajou qui sont résistants à la sécheresse et aux nouvelles maladies émergentes dues au changement climatique peut constituer aussi une approche d'adaptation. Et quand nous parlons de réduction, l'exemple qu'on peut donner ici, tant au niveau de la filière cacao et au niveau de la filière anacarde, par exemple, c'est l'adoption des techniques de séchage en utilisant l'énergie solaire. Donc, pour économiser de grandes quantités de ressources ou bien d'électricité et de bois de chauffage et cela pourra aider à contribuer à la réduction des émissions. Au niveau de la filière bétail, par exemple, on peut faire la réduction des émissions de gaz à effet de serre en épandant le fumier près de la surface du sol, idéalement lorsque les sols sont plutôt humides que secs, parce qu'on sait que aussi la décomposition de ces fumiers, de ces biomasses aussi émet des gaz à effet de serre, surtout les CO2. Donc, quand on le fait très proche, donc ça va réduire la décomposition ou soit l'émission des CO2 au niveau de l'alimentation des bétail. Et quand on prend aussi au niveau de l'élimination ou bien des stockages, donc au niveau des bétails et au niveau de la filière anacarde, la promotion des systèmes agroforesterie qui sont basés sur l'anacarde, par exemple, peuvent permettre d'améliorer la résilience des petits exploitants d'anacarde ou soit de bétail au changement climatique. Et cela aussi peut contribuer à générer des crédits carbone qui peuvent aussi constituer des sources de revenus pour les producteurs pour pouvoir diversifier les revenus. Et quand on prend la filière maïs ou soit la filière anacarde encore, la combinaison ou soit l'association des cultures ou soit l'utilisation des cultures, des couvertures de sol tout au long de l'année peut permettre aussi de minimiser des sorties de nutriments et améliorer le potentiel d'élimination de stockage de carbone. Donc, donc, c'est quelques exemples seulement que nous donnons ici. Et de façon globale, nous pouvons avoir un aperçu des différentes pratiques potentielles de l'agro-industrie intelligente face au climat.
Et si on prend par exemple au niveau de la gestion des sols, parce que le sol constitue le facteur de production le plus important, sans le sol, on ne peut pas produire. Donc, au niveau du sol, par exemple, on peut avoir des pratiques de l'agriculture de conservation, ou soit les pratiques de culture, de couverture que j'ai mentionnées entre-temps au niveau de la racade, par exemple, ou bien du maïs, et aussi l'utilisation des engrais organiques ou des engrais verts, et aussi la gestion des éléments nutritifs au niveau du sol. Donc, ces pratiques constituent aussi des pratiques agro-industrielles intelligentes face au climat qu'on peut adapter pour protéger les sols. Et au niveau des systèmes de production agricole, les pratiques de rotation des cultures et cultures intercalaires constituent aussi des pratiques qu'on peut adopter. L'utilisation des variétés euh, améliorées, résistantes à la sécheresse, aux ravageurs, ou soit résistantes à l'acidité des sols, par exemple, sont très, très importants pour aussi contribuer à l'adaptation et aussi l'amélioration de la gestion des cultures, des nutriments et des ravageurs de façon intégrée constituent des pratiques agro-business intelligents au climat. Quand on prend aussi le volet conservation de l'eau, la collecte de l'eau des pluies peut être des pratiques visées. L'irrigation goutte à goutte et l'amélioration des temps d'arrosage, par exemple, constituent aussi des pratiques qui peuvent fortement contribuer à la conservation de l'eau et réduire l'impact des chaînes de valeur sur l'environnement et le climat. La réduction de la perte d'humidité du sol, par exemple aussi, à travers le paillage, sont des pratiques à encourager et qui peuvent contribuer aux effets, à l'adaptation au changement climatique. Et l'utilisation des variétés résistantes à la sécheresse, par exemple, peut réduire les quantités d'eau utilisées au niveau de nos exploitations agricoles. Maintenant, au niveau de la gestion du bétail, il y a des pratiques d'amélioration de la gestion des aliments pour des animaux, donc à travers la sélection des aliments, ou soit en visant des aliments de qualité et à haut potentiel d'accroître la productivité du bétail. Donc, sont très intéressants. Des pratiques fondées sur des données, donc suivi de la santé et l'alimentation équilibrée des animaux peuvent être aussi encouragées. L'amélioration de la gestion de la reproduction, la gestion du logement et la vaccination et aussi l'utilisation des médicaments bien ciblés sont des pratiques à encourager. L'amélioration de la gestion du fumier et des méthodes de pâturage aussi sont des pratiques qui peuvent entrer en ligne de compte. Quand on prend des pratiques agroforestières, donc tous les systèmes agro-silvo culturelle, donc qui vise la combinaison des cultures avec les arbres, ou soit la combinaison des arbres et des animaux au niveau des pâturages, ou soit la combinaison des pâturages, des plantes, des cultures et des animaux, tous ensemble sont des cultures qui peuvent aussi contribuer à l'adaptation au changement climatique. Et les avantages, surtout, c'est beaucoup plus au niveau des bétails, par exemple, l'apport de l'ombre pour les bétails, la protection contre les grands vents au niveau des cultures et aussi ça fournit des fourrages et des nourritures, par exemple, pour le bétail. Et en termes d'énergie, donc au niveau de nos agro-industries, il faut développer des pratiques de production d'énergie renouvelable, surtout au niveau peut-être des usines de transformation. Donc, il faut avoir des panneaux solaires pour faire la transformation des différents produits au lieu d'utiliser l'électricité qui peut-être a plus d'impact sur l'environnement. L'utilisation peut-être aussi de la biomasse ou soit comme l'utilisation de biocarburants durables, donc peuvent aussi être ciblés. Et la production des briquettes à travers le recyclage ou soit l'utilisation des résidus de récolte et peut-être au niveau de la racade, par exemple, l'utilisation des coques issues de la transformation pour fabriquer des charbons et des briquettes constituent des sources d'énergie renouvelable.
Et quand on regarde de façon globale le long de la chaîne de valeur, donc on peut cibler euh, l'utilisation des équipements de récolte qui vraiment économisent l'énergie, donc des équipements vraiment climat intelligents. Et on peut aussi regarder comment adopter des pratiques de préservation améliorées, adaptées, sans utiliser beaucoup de produits chimiques, d'intrants chimiques dans la préservation des aliments. On peut aussi regarder comment améliorer la technologie de transformation, de stockage et de l'emballage pour réduire vraiment des pertes post-récolte. Et on peut aussi considérer la transformation locale, par exemple au niveau de la filière anacarde, au lieu d'exporter toute la matière première vers l'Asie et transformer là-bas et puis les transporter vers les marchés asiatiques ou européens. Donc, on peut les transformer sur place et réduire cette empreinte au niveau du transport qui coûte vraiment cher et aussi qui émet du CO2 dans l'atmosphère. Donc, voilà un peu un aperçu global des différentes pratiques qu'on peut adopter pour vraiment réduire les émissions au niveau de nos chaînes de valeur ciblées. Et il faut aussi dire que cette liste n'est pas exhaustive et ça dépend aussi des contextes et aussi des pays parce que les effets de changement climatique ou soit les techniques de réduction ou bien d'atténuation des effets de changement climatique varient d'une localité à une autre. Donc, ici, c'est un peu pour développer votre idée de projet ou bien votre note conceptuelle. C'est un peu quelques exemples. Par exemple, au niveau de l'adaptation, par exemple, on peut avoir l'objectif que les agro-entrepreneurs de la filière maïs améliorent les moyens de subsistance et leurs revenus grâce à l'application des pratiques intelligentes face au climat. Et en termes de résultats, au niveau de votre concept, vous pouvez viser que les agro-entrepreneurs de la filière maïs, hommes et femmes, ont amélioré leurs compétences techniques et entrepreneuriales pour utiliser des variétés de maïs résistants à la sécheresse, pour améliorer la gestion et la disponibilité de l'eau, ou soit pour améliorer leur économie et leurs investissements dans pour des revenus plus élevés. Et en termes d'activité, comme exemple, vous pouvez organiser X nombre de formations sur les cultures, sur la culture des variétés de maïs résistants à la sécheresse, assurer la réussite de la mise en œuvre par des visites de suivi. Donc, ça peut être des activités que vous pouvez développer dans votre note conceptuelle, ou soit aussi, vous pouvez cibler des activités liées à l'organisation des formations sur les systèmes de collecte et de stockage de l'eau à petite échelle, ainsi que sur l'irrigation goutte à goutte et le paillage à faible coût. Et autre exemple d'activité que vous pouvez aussi développer, c'est l'organisation des formations sur les compétences agro-business, telles que le Pharma Business School climat qu'on a développé. Donc, vous pouvez l'utiliser pour renforcer les capacités des agro-entrepreneurs, y compris sur la planification, la gestion financière et les investissements. Et en termes d'exemples au niveau des indicateurs, vous pouvez cibler que X nombre d'agro-entrepreneurs ont été formés avec succès aux techniques de production et de transformation résilientes au climat, avec 50% d'hommes et 50% femmes et 50% jeunes. Donc, ces indicateurs sont beaucoup vraiment clés pour nous dans le cadre de ce projet de facilité d'appui aux entreprises. Et là, cette semaine, le mardi passé, nous avons eu une session de webinaire qui a aussi beaucoup parlé du genre dans la mise en œuvre ou soit dans le développement de vos notes conceptuelles. Et un exemple d'indicateur aussi est que vous pouvez dire qu'un nombre, X nombre de participants ont été formés avec succès à l'entrepreneuriat
dont 50% hommes, 50% femmes et 50% des jeunes. Et vous pouvez dire aussi comme indicateur, 4 stratégies de résilience climatique ont été développées, telles que l'utilisation des variétés et des semences résistantes à la sécheresse, ou soit la récupération de l'eau, ou soit le stockage de l'eau, ou soit le paillage. Donc, ça, c'est un peu un exemple au niveau de la filière maïs. Un autre exemple au niveau de la filière anacarde pour des concepts notes qui visent à des techniques ou bien des approches d'adaptation. C'est aussi de dire que, comme objectif, on veut améliorer la productivité et les revenus des producteurs de noix de cajou, hommes et femmes, en adaptant des pratiques agricoles intelligentes face au climat. Et en termes de résultats, vous pouvez cibler que les producteurs de noix de cajou, hommes et femmes, ont amélioré leur productivité et leurs revenus en appliquant des pratiques de production intelligentes face au climat. Et comme exemple d'activité, vous pouvez organiser des sessions de formation sur des pratiques agricoles intelligentes face au climat, y compris l'utilisation des variétés résistantes à la sécheresse, les éclaircies au niveau des vergers, les élagages, le surgreffage qui est la substitution des canopées et l'irrigation goutte à goutte, la gestion intégrée des ravageurs ou le paillage. Et vous pouvez avoir une autre activité qui est liée à l'établissement des champs de démonstration dans tel nombre, X nombre de districts sélectionnés, ou soit comme activité, vous pouvez avoir l'organisation des forums d'agriculteurs sur les terrains ou bien les parcelles de démonstration dans X districts. Donc, au niveau des indicateurs, vous pouvez avoir X nombre de producteurs de noix de cajou qui sont formés aux pratiques de production intelligente sur le plan climatique, dont 50% hommes, 50% femmes et 50% jeunes. Et un autre indicateur, c'est de dire 4 stratégies pour des pratiques de production intelligente face au climat sont développées. Et les 4 stratégies sont l'utilisation des variétés résistantes à la sécheresse, le surgreffage, l'irrigation goutte à goutte ou soit le paillage. Donc, voilà un peu quelques exemples que vous pouvez développer au niveau de vos notes conceptuelles sur l'adaptation. Et si on revient un peu sur euh, l'élimination ou soit le stockage, vous pouvez avoir des notes conceptuelles dont l'objectif, par exemple, est au niveau de la filière bétail, qu'on donne ici, que les moyens de subsistance et les revenus des éleveurs, hommes et femmes, sont améliorés en augmentant la valeur économique des terres marginales pour une production durable, intensifiée et à faibles émissions. Et en termes de résultats, vous pouvez avoir un résultat tel que les éleveurs ont renforcé leurs compétences techniques et agrobusiness pour mettre en œuvre des pratiques agroforestières, élevage durable et les terres marginales, sur des terres marginales, pour améliorer aussi leur économie et leurs investissements pour plus de revenus. Donc, en termes d'activité, vous pouvez organiser des formations techniques sur l'agroforesterie et l'intensification durable des terres marginales en fonction des conditions climatiques et des types de sols, ou soit organiser des formations sur la compétence, sur les compétences agribusiness telles que le Pharma Business School Climat, y compris sur la planification, la gestion financière et les investissements. Donc, en termes d'indicateurs ici, vous pouvez avoir X nombre de participants ont été formés avec succès aux techniques agroforestières, donc 50% hommes, 50% femmes et 50% jeunes. Ou soit, un autre indicateur, c'est que euh, X nombre de participants a été formé avec succès à l'entrepreneuriat agricole en utilisant l'approche FBS Climat, dont 50% hommes, 50% femmes et 80% de jeunes, par exemple. Et un autre indicateur, c'est que 2 stratégies de résilience climatique ont été développées, système agroforestier et financement climatique, crédit carbone. Et dernier indicateur que vous pouvez avoir, c'est que une méthode innovante a été développée
est mise en œuvre qui permet de réduire l'élimination ou soit de stocker le CO2 et le système à travers un système agroforestier. Donc, voilà un peu quelques exemples. Et maintenant, nous avons au niveau du projet facilité d'appui aux entreprises, nous avons des outils et des instruments, des formations qui ont été développées. Et au niveau du projet Agribusiness Facility, par exemple, il y a l'approche FBS dont j'ai parlé. Et c'est une approche qui avait été développée pour renforcer la capacité ou soit la compétence entrepreneuriale des agro-entrepreneurs. Et il y a une version maintenant qui est beaucoup plus sensible au climat, qui tient compte des éléments du changement climatique. Donc, il y a un module spécifique sur le changement climatique et comment les exploitants agricoles peuvent développer les capacités en matière de pratiques résilientes au climat. Donc, ces matériels sont disponibles sur nos sites web et vous pouvez les regarder, les télécharger pour vous inspirer dans le développement de notre conceptuel. Et il y a aussi des outils sur le changement climatique qui ont été développés, surtout l'outil euh, qui utilise l'Excel pour identifier des stratégies d'adaptation sur les cultures et les bétails produits et avec des risques climatiques. Donc, et l'objectif de cet outil Excel, c'est de permettre une adaptation efficace et holistique du matériel de formation pour les petites et moyennes entreprises. Donc, ça permet déjà de regarder les coûts et où est-ce qu'on peut faire les réductions de coûts pour vraiment s'adapter au changement climatique, ou soit comment on peut faire des pratiques pour contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques. Et au niveau aussi de l'ARACAD, il y a des supports de formation qui ont été développés sur des bonnes pratiques agricoles et qui intègrent ces différentes approches agrobusiness climat intelligent face au climat. Et ces matériels sont aussi disponibles sur nos sites web. Et de façon plus spécifique, au niveau de l'ARACAD, il y a l'approche d'agriculture de conservation qui a été développée et qui intègre l'approche agroforesterie. Et donc, il y a un manuel qui a été développé dans ce sens et qui peut être consulté et qui va vous donner peut-être des idées sur comment intégrer des approches d'adaptation au changement climatique. Et au niveau de l'Agribusiness Facility aussi, il y a des matériels de formation sur les bonnes pratiques agricoles, sur les différentes chaînes de valeur, cacao, maïs. Et il y a aussi de l'autre côté l'apprentissage en ligne qui a été développé et qui comporte aussi des modules spécifiques sur le climat. Et donc, vous pouvez regarder ces modules-là et au niveau de la plateforme Atindi. Donc, dans la présentation, à la fin, vous aurez les liens où vous pouvez aller facilement sur cette plateforme pour voir ces approches de formation et qui abordent déjà les aspects d'adaptation et les aspects d'atténuation face au changement climatique. Donc, comme je l'ai dit dans l'agenda aussi, nous avons des nouvelles régulations qui ont été développées au niveau de l'Union européenne et qui sont aussi des éléments qui favorisent l'adaptation et l'atténuation des effets des changements climatiques au niveau de l'agribusiness qui sont promis au niveau du projet. Et la première régulation, c'est la régulation sur des produits qui sont issus des pratiques de non-déforestation. Donc, en anglais, c'est EUDR Regulation. Et la vision de cette régulation, c'est que il n'y aura pas, c'est pour décourager la commercialisation des produits qui sont issus de la déforestation sur le marché européen. Donc, avec le nouveau Green Deal de l'Union européenne, ils veulent interdire
la commercialisation. Donc, ça peut être l'importation dans l'Union européenne ou soit l'exportation de l'Union européenne des produits qui sont issus de la déforestation. Et ces produits doivent provenir, les chaînes de valeur qui sont ciblées, c'est les chaînes de valeur bétail, bois, cacao, soja, huile de palme, café, caoutchouc et certains produits dérivés de ces chaînes de valeur. Donc, comme vous le voyez, il y a déjà deux chaînes de valeur qui sont ciblées au niveau de cet appel à candidature qui sont déjà considérées dans la nouvelle réglementation de l'Union européenne. Et aussi, avec cette régulation, les entreprises qui mettent ces produits sur le marché de l'Union européenne ou bien qui en exportent doivent être à mesure de prouver que les produits ne proviennent pas des terres récemment déboisées ou non, ou n'ont pas contribué à la dégradation des forêts. Et aussi, l'autre élément qui est clé, cette régulation a été déjà est entrée en vigueur déjà cette année. Et donc, il y a déjà des entreprises qui doivent vraiment s'adapter et tenir compte de cette nouvelle régulation. Et la deuxième règle ou régulation qui est développée au niveau de l'Union européenne, c'est la règle CSDDD. Donc, c'est les approches, les directives qui permettent vraiment d'assurer la durabilité au niveau de l'Union européenne. Et cette directive est établie avec un devoir de diligence raisonnable pour les entreprises. Et donc, il va falloir identifier les impacts négatifs potentiels et réels sur les droits de l'homme et l'environnement dans les chaînes de valeur que les agro-industries développent et tenir compte de ces règlements et les intégrer pour être sûr qu'on respecte les droits de l'homme et aussi on respecte les règles qui permettent de sauvegarder l'environnement. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de ces règlements qui sont déjà développés au niveau de l'Union européenne et qui va impacter les différentes chaînes de valeur qui sont prises en compte dans cet appel à candidature. Donc, vous pouvez beaucoup plus avoir d'informations sur ces réglementations sur les différents sites web et les liens qui sont fournis dans cette présentation. Et pour finir, il y a aussi l'aspect genre qui est très important, surtout quand on sait que 80% des personnes déplacées dues au changement climatique sont des femmes. Donc, les femmes sont vraiment clés. Donc, vous pouvez maximiser votre impact sur le changement climatique si vous intégrez la dimension genre dans les notes conceptuelles que vous allez développer. Et aussi, il y a l'aspect de la jeunesse qui est important parce que tout comme les femmes, il y a aussi les jeunes qui sont aussi affectés et confrontés par les effets des changements climatiques. Donc, vous pouvez aussi maximiser votre impact sur la réduction des effets des changements climatiques en s'appuyant sur des approches qui sont vraiment inclusives et qui tiennent compte des jeunes. Comme je l'ai dit, ces éléments avaient été largement discutés dans le webinaire de mardi qui a parlé du genre et de la jeunesse. Donc, voilà un peu les différentes informations que je voudrais partager avec vous. Et peut-être je vais m'en arrêter là et passer la parole à Lou pour qu'on aille dans la session questions-réponses. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Déjà, je pense qu'on peut commencer. Je vois déjà les applaudissements sur l'écran, mais peut-être qu'on peut vraiment donner encore une ovation pour Mohamed qui vraiment, je crois, a permis à tout le monde d'avoir cette compréhension commune, ce que ça veut dire la résilience climatique et aussi une présentation très axée avec des exemples concrets qui peuvent vraiment vous aider, je pense, lors du développement de vos notes conceptuelles et qui peuvent vraiment participer à ce webinaire, ça peut vraiment être une opportunité pour vous pour gagner des points en développant votre note conceptuelle
penser en termes de résilience au changement climatique et avoir encore plus de chances d'avoir votre note conceptuelle sélectionnée. Donc, merci Mohamed et merci Regina pour avoir préparé cette présentation avec Mohamed aussi. Peut-être que vous pouvez tous les deux maintenant ouvrir vos caméras pour que vous soyez bien accessibles. Je n'ai pas vu encore de questions dans le chat, mais je vois Monsieur Soro qui a déjà sa main levée. Ou vous pouvez lever la main. Vous êtes maintenant invité à ouvrir votre micro et votre caméra si ça fonctionne pour poser des questions à nos intervenants. Merci à vous, madame. Merci à monsieur Salifou pour la présentation, la belle présentation. Je ne peux pas ouvrir la caméra parce que je suis dans une salle il y a beaucoup de monde. Voilà, donc je peux seulement ouvrir le micro. Parfait. Si vous me permettez. Alors, juste dire que j'ai pris un peu en cours parce que j'avais des problèmes de bug, mais j'ai quand même compris l'essentiel de la présentation des options premières, changement climatique et maïs anacardier plus bétail. Bon, moi, je suis plus dans la production végétale, mais ce que j'ai perçu, c'est que l'idée qui m'est venue, c'est la traverse. C'est-à-dire qu'un projet qui traverse à la fois différentes institutions et différents pays. Alors, dans cette rubrique, je me suis dit, est-ce que vous avez une stratégie d'approche ou du moins une stratégie qui puisse intégrer vraiment cette facilitation? Parce que souvent, c'est bien intéressant, mais à la fin ou bien dans l'exécution, je parle sous le contrôle, bien sûr, de lui-même, c'est lui-même qui a fait la présentation. Et vous allez vous retrouver avec les fonds dégagés. Vous, le coordonnateur, vous retrouvez vis-à-vis d'une réalité, c'est que l'institution ou le pays, ayant déjà pris plus de 50-60% des fonds, n'est plus disposé à vous accompagner, alors que vous êtes censé justifier ces fonds pour le consortium. Donc, c'est pour ça que je demande pour qu'il y ait assez de garantie de part et d'autre pour que le responsable premier ne se retrouve pas en difficulté vis-à-vis de la finalisation du projet. Sinon, c'est très belle idée. Nous avons déjà des notes conceptuelles en attente dans ce sens, mais c'est le seul hic qui nous fatigue. Merci. Merci beaucoup pour avoir partagé cette problématique, cette question. Je vais donner la parole du coup à Mohamed si tu veux tenter de répondre. Et ensuite, Oui, on merci ira avec beaucoup, Monsieur Lou. Valli. Merci beaucoup, Lou, pour avoir passé la parole et merci à Professeur Soro pour avoir nous rejoint dans ce webinaire et aussi poser cette préoccupation. Donc, je pense que c'est pertinent et comme vous l'avez bien compris, donc on vise aussi vraiment des notes conceptuelles ou bien des projets qui sont intégrateurs, des projets qui sont régionaux, qui couvrent plusieurs pays. Et je suis tout à fait d'accord avec la préoccupation que vous posez et je pense que c'est pertinent. Donc, dans ce cadre, au niveau de cet appel à projet, donc nous avons aussi développé des outils. Donc, si vous allez sur le site web de ABF ou soit sur le site web de Comcachou, pour cette phase, par exemple, de notes conceptuelles, on a déjà un canevas qu'on a mis, que vous pouvez utiliser. Donc, on a appelé ça la lettre d'intention. Donc, vous pouvez déjà identifier les différentes structures sur lesquelles vous allez vous appuyer dans la mise en œuvre de vos projets au niveau des autres pays. Et dedans, vous allez décrire le rôle de chaque partie. Donc, le candidat principal, c'est quoi son rôle? Les structures qui sont associées dans les autres pays, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, tout ça, déjà, il faut déjà le ficeler et travailler là-dessus dès le début de la note conceptuelle. Donc, vous avez une compréhension commune de ce que vous voulez faire et vous allez vous entendre et mettre ça aussi dans la lettre d'intention. Après, quand le projet est sélectionné, à l'étape de proposition complète que vous allez développer, par exemple, il y a même le canevas de mémorandum d'entente qui doit être aussi développé et signé avec des règles juridiques
qui doit être accepté par toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre du projet. Donc, avec ça, on pourra minimiser des risques de non-réponse ou bien des risques de certains partenaires ne pas vraiment collaborer quand il va s'agir de la mise en œuvre. Donc, il faut déjà, dès le début, avoir une vision commune et faire vraiment tout ce travail de base et s'entendre avant de s'engager. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Je ne sais pas si Lou ou soit Regina, vous avez quelque chose à ajouter. Je pense que tu as très bien dit. C'est vrai que, comme tu dis, il y a des risques qui existent et c'est pour ça qu'on a mis en place des outils pour minimiser ces risques, bien que le risque zéro n'existe pas, mais on a mis en place des outils forts pour adresser oui, garantir la continuité du projet et la continuité des engagements. Donc, je pense que c'était complet. Si Monsieur Soro, professeur Soro, a encore une question, ou si c'était clair pour vous, peut-être, avant qu'on passe à la prochaine question. Oui, c'est assez clair. Alors, juste le second volet, m'assurer que le projet intègre bien les étudiants, surtout de thèse, parce que nous, à notre niveau, comme c'est la recherche, alors quand on engage un projet, on veut voir aboutir à une thèse, ou du moins à des thèses, pour que l'étudiant qui est engagé puisse sortir. Mais quand le projet est limité à un certain niveau, alors c'est difficile à la fin, la finalisation pour la thèse. Je ne sais pas si c'est prévu pour qu'au moins on ait de la ressource en relève. Merci. Mohamed, est-ce que tu veux rajouter? Oui, Ah, je vois que oui, oui, je oui. te Donc, laisse rajouter un peut-être mot, juste, Mohamed. oui, c'est juste pour aussi clarifier ici. Je me rends compte que le professeur Soro aussi fait allusion à l'appel des candidatures qui a été lancé dans le cadre des subventions de recherche sur les cajous. Donc, ici, on est vraiment aussi dans le cadre des fonds de contrepartie qui est uniquement réservé aux entreprises privées comme chef de file. Donc, l'autre appel qui est sur la recherche est uniquement réservé pour les structures de recherche publique. Et dans ce cadre, donc, on a eu des webinaires et ça continue demain. Peut-être vous pouvez encore rejoindre demain pour plus de clarification. Mais ici, on est vraiment dans le volet matching fund, qui est uniquement pour les entreprises privées qui peuvent être en consortium avec les entreprises publiques. Très clair, merci. Et C'est bon pour moi. peut-être que Mohamed, tu peux aussi reposter dans le chat le lien vers votre site web avec sur le research grant spécifique. Comme ça, Monsieur Professeur Soro aura un lien direct. Très Je crois bien. que Je le je mets vais donner la. dans le chat tout à l'heure. Bernard, est-ce que tu as vraiment une addition à faire sur cette réponse ou est-ce que je peux donner la parole à Monsieur Koné-Vali? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, professeur Soro. Je voudrais seulement apporter, Mohamed a déjà bien répondu à la question, mais néanmoins, il faut quand même dire que ici, dans le cadre du matching fund concernant le secteur privé, on donne une chance aussi à la recherche en associant la recherche dans le cadre des consortiums. Et c'est là où, bon, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas pour directement écrire des thèses, mais s'il a des technologies qui ont peut-être qui ont été déjà été mises au point et qui font l'objet de vulgarisation, c'est-à-dire de démonstration, la recherche a un rôle à jouer et peut soutenir le secteur privé dans ce sens. Donc, je trouve que c'est possible en dehors de l'ANACAD qui a, disons, le grand spécifique, le fonds compétitif spécifique recherche. Ce que nous offrons aussi ici, la recherche peut être associée, mais pas en tant que postulant chef de file, mais en s'associant en consortium avec le secteur privé et en soutenant ce secteur privé à produire, disons, une proposition fiable, innovante, et qui peut être retenue. Et la recherche aura aussi, disons, son rôle à jouer dans cette proposition. Donc, ce n'est pas écarté. Et si vous lisez bien encore nos guidelines, vous allez voir que c'est bien possible. Et vous pouvez jouer un rôle. Ça va de même pour les centres de formation agricole qui aussi peuvent soutenir le secteur privé
qui n'a pas toutes les capacités peut-être à, disons, mettre en œuvre ces propositions, même à les écrire. Merci. Merci beaucoup Bernard pour cette addition. Je pense que ce qu'on peut recommander en tout cas, c'est d'aller sur les 2 sites web et de bien relire toutes les guidelines et toutes les conditions pour être sûr de participer à l'endroit où ça fait le plus sens. Mais effectivement, comme disait Bernard, ça peut aussi faire sens, pas comme chef de file, mais de participer au fond de compétition de contrepartie. Maintenant, Monsieur Koné Vali, que j'espère que je prononce bien, vous avez été patient. Je vous donne la parole pour poser votre question. Ok, merci bien. Je voulais dire merci à Ahmed pour la brillante présentation. Mais j'ai un souci, je voulais d'abord poser la question, est-ce que la répartition des bénéficiaires en termes hommes, femmes et jeunes, qui est de 50%, est-ce que ce sont les objectifs du fonds? Si c'est le cas, je voulais dire que vraiment ce serait un peu difficile dans l'anacarde et dans le maïs, parce que, voyez-vous, moi je suis de la NADER en Côte d'Ivoire, j'ai été agent de terrain depuis 6 ans et je connais un peu les réalités, je connais un peu les affectations des hommes et des femmes en termes de spéculation. Il est très difficile de trouver aujourd'hui dans un département ou dans un village 50% de femmes et 50% d'hommes qui font la NACAD. Très, très, très difficile. C'est le même cas pour le maïs. Donc, je me demande si c'est les objectifs du fonds. Je crois qu'il y a d'autres. On a eu ça avec d'autres partenaires où on a trouvé des mesures d'accompagnement. On a fait, par exemple, dans la cacaoculture, il n'y avait pas assez de femmes. Ils avaient un quota qu'ils ont demandé avec les femmes, qu'on n'a pas eu, mais on a essayé de compenser ça avec les épouses des producteurs de cacao. Donc, comme pour dire, nous sommes en train de travailler de façon arrachée pour pouvoir inclure le genre et la prise en compte des différences sexuelles spécifiques dans la communauté et dans les villages. On est en train de travailler ardemment là-dessus. Il faut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, l'inclusion genre, c'est maintenant que les gens nous sont en train de travailler. Les choses ne sont pas encore comme on voudrait, mais on est en train de s'y mettre. Donc, ma question, c'est est-ce que ce sont les objectifs du projet ou pas? Si c'est le cas, essayez de voir ce qu'on peut faire comme mesure d'atténuation. Merci. Merci beaucoup pour cette question qui est très valide, Monsieur Koné. Et je peux donner la parole, je ne sais pas si Regina ou Mohamed souhaitent intervenir en premier pour essayer de répondre à cette question-là. Peut-être, Regina, Je tu peux pense que essayer comme ça. Lou est plus habilité. Il faut répondre à la question intelligente. Je laisse les présentateurs et je commenterai après. Non, je propose que tu abordes ça parce que c'est très important, la question. Merci. Disons que Ok, très bien. je peux prendre la relève alors, Mohamed, et sortir un peu du rôle de facilitatrice pour essayer de répondre à cette question. Parce que peut-être que vous avez été dans le webinaire qu'on a eu mardi sur l'inclusion du genre et sur l'autonomisation. Sinon, vous pouvez trouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre site web aussi. Oui, on a des objectifs clairs en termes d'inclusion des femmes et des jeunes qui sont fixes. Et oui, on est aussi conscient que c'est très difficile dans certains contextes et dans certaines chaînes de valeur, à certains niveaux de chaîne de valeur, parce que souvent, ce n'est pas forcément que les femmes ne sont pas dans la chaîne de valeur, mais peut-être qu'elles sont aussi situées à différents endroits, concentrées à différents endroits. Donc, on est bien conscient de la difficulté et du travail associé à l'inclusion des femmes et des jeunes. Néanmoins, effectivement, ce sont des objectifs que nous avons au sein du projet, de vraiment contribuer à l'autonomisation des femmes, autant que, entre guillemets, presque autant qu'à contribuer à la lutte contre le changement climatique ou à l'adaptation face au changement climatique. Donc, c'est important d'inclure tous les membres de la communauté dans ces changements. Certes, c'est difficile, mais ça garantit aussi des fois des meilleurs résultats et des meilleurs impacts en termes de durabilité, en termes d'appropriation des pratiques. Donc, par exemple, vous disiez, on avait les hommes qui géraient l'exploitation de cacao, on a impliqué les épouses. Est-ce que les épouses travaillaient aussi sur les plantations ou non?
Est-ce que c'était vraiment juste pour atteindre un quota ou est-ce que ça a pu avoir une valeur ajoutée d'avoir les femmes inclus? Il y a différents niveaux, donc soit c'est sur l'intervention, soit c'est à quel niveau de la chaîne de valeur on peut trouver les femmes et quelles activités on peut prévoir. Voilà, donc c'est un début de réponse, mais peut-être Mohamed, tu veux quand même compléter ou Regina en termes de jeunesse? Bon, je pense que Lou s'est bien répondu. Et juste pour ajouter que parfois aussi, il faut être intentionnel. Donc, par exemple, euh, juste une stratégie, vous pouvez même cibler une activité uniquement 100% femmes. Est-ce que vous voyez? Si vous allez dans ce sens, par exemple, ça va vous amener maintenant à avoir la moitié au moins. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez adopter. Et ce que vous avez dit est pratique et c'est vraiment la réalité sur le terrain. Mais comme vous l'avez dit aussi, c'est maintenant que ça prend. Mais au niveau du projet aussi, nous sommes conscients de ça et on sait que c'est possible si on s'y met. Donc, viser des activités, des projets qui visent même uniquement des femmes, par exemple, et après vous associez un peu les hommes et vous allez trouver ces quotas-là. Donc, c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed pour l'inclusion, l'ajout. Et je me permets de poster dans le chat le webinaire, le lien vers le webinaire sur le genre qu'on avait donné, qui peuvent peut-être vous donner des clés de réflexion. C'est sur notre chaîne YouTube. J'ai vu la main. Alors déjà, j'ai vu une question dans le chat que je vais poser en premier avant de continuer avec les questions à l'oral. On a une question. L'idée du projet peut-elle être orientée sur la commercialisation? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir un impact climatique sur quand on travaille sur le segment spécifique de la commercialisation? Je trouve que c'est une bonne question. Mohamed? Oui, je pense que c'est une très belle question, comme vous l'avez dit. Et ici, je dirais que oui, l'idée de projet peut porter sur la commercialisation. Et maintenant, ça dépend de la chaîne de valeur dans laquelle vous travaillez, la chaîne de valeur que vous ciblez. Et quand je prends, par exemple, la chaîne de valeur cacao, ou soit je prends la chaîne de valeur anacarde, où la matière première, normalement, est commercialisé au niveau des villages et au niveau des communes et maintenant après transporter vers les usines. Donc, vous pouvez intégrer par exemple les éléments au niveau de la réduction des chaînes de transport on sait qu'avec les transports, il y a l'émission de CO2. Donc, vous pouvez avoir des idées, des innovations pour réduire cette émission au niveau de la transformation toujours avec la commercialisation, au lieu peut-être d'utiliser des produits chimiques ou soit d'utiliser des emballages qui sont issus des produits chimiques, des plastiques, qui contribuent à la dégradation de l'environnement, vous pouvez venir avec des idées géniales pour utiliser des packaging qui sont vraiment biodégradables. Donc, c'est aussi une idée, par exemple. Donc, on peut avoir vraiment un projet sur la commercialisation et qui a vraiment d'impact sur le climat. Donc, voilà ce que je peux dire. Regina? Non, merci, rien à ajouter. Je pense que c'est utile avec l'analyse environnementale ou des risques climatiques peut aussi aider de vraiment réfléchir ce que sont les risques ou les impacts en ce qui concerne le changement climatique ou tous les segments de chaîne de valeur, y compris bien sûr aussi la commercialisation. Merci. Oui. Donc, je pense qu'il y a des pistes de réflexion. Effectivement, du coup, la réponse est eh oui. Et oui, mais du coup, ça tout dépend de l'analyse de risque et des marges de manœuvre et des changements possibles. Monsieur Abdoulaye Dia, je vois votre main levée et je peux vous donner la parole pour la prochaine question. Je crois que votre micro est fermé. On ne vous entend pas en tout cas.
Monsieur Abdoulaye Dias, je pense qu'on ne vous reçoit pas. Peut-être que vous pourriez... Ah, Allô, là, bonjour. ça marche. Là, ça marche. Parfait. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien maintenant. Ok, donc merci à tout le monde avec cette présentation très claire. Ça nous a vraiment permis d'avoir un peu plus d'informations sur cet appel à proposition. Et je remercie encore le dernier intervenant de la Côte d'Ivoire qui a posé un peu la question par rapport au pourcentage d'hommes-femmes. C'était une des premières questions. Et là, je vois avec même les réponses, ça a permis quand même de comprendre, voir comment prendre en compte ce pourcentage tout au long de la chaîne de valeur. Donc, ceci dit, nous, du côté de la Mauritanie, je pense qu'on travaille un peu plus sur les questions, sur les chaînes de valeur déjà objet de cet appel à proposition. C'est plutôt sur le bétail. Comme vous le savez, la Mauritanie est un grand pays d'éleveurs. Donc, je pense que c'est cette chaîne de valeur qui nous intéressera plus. Sinon, c'est un peu le maïs. Mais là, quand même, je pense que ça ne pourra pas être comme étant la chaîne de valeur principale. Voilà. Moi, nous avons une coopérative agricole qui exploite, qui fait la riziculture, le maraîchage et un peu l'élevage, c'est-à-dire embouche ovine, bovine. Donc, c'est sur cette question que nous voulons se positionner. Et donc, par rapport à la question, j'ai vu que lors de la présentation de Mohamed, il parlait un peu de tout ce qui est formation sur les variétés adaptées et des démonstrations de parcelles, tout ça. Ça, c'est des questions que nous pensons faire pour les bénéficiaires. Notamment, il y a certaines qui ne sont pas vraiment analphabètes, mais il faut s'adapter avec les traductions et tout ça. Et la question, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, dans les coûts, est-il possible, par exemple, de prévoir des per diem, sachant que, par exemple, sur le terrain, si on veut faire des formations groupées, on veut déplacer, par exemple, les bénéficiaires, les personnes à former d'une localité à une autre où toutes les conditions sont réunies, est-ce qu'on peut prendre en charge tout ce qui est coût de per diem, restauration, ces questions, quoi. C'est un peu ce que je voulais vraiment poser comme question, avoir une clarification qui nous permettra de prendre un peu ces coûts éligibles dans cet appel. Merci. Merci, Monsieur Dia. Si je peux poser une dernière question. Allez-y, allez-y. Voilà, la dernière question, c'est l'exploitation. Elle fait 3,5 hectares. Maintenant, il reste une partie du terrain qui n'est pas exploité, à peu près 5 à 6 hectares. Est-ce que dans le cadre de cet appel à proposition, c'est possible d'intégrer le coût d'aménagement par exemple, pour permettre de faire un peu le maïs ou autre chose? Est-ce que le coût d'aménagement, c'est éligible dans cet appel à proposition? Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Dia. Effectivement, les distances sont longues en Mauritanie, c'est un très grand pays. Et donc, je pense que c'est une question qui est tournée vraiment sur les coûts éligibles, à la fois donc de centralisation des trainings, des formations, et les coûts de potentiellement réaménagement de parcelles. Est-ce que je peux te laisser répondre, Mohamed, et peut-être Bernard pourra compléter sur ces questions-là d'éligibilité des coûts? Oui, oui, très bien, très belle question, Abdoulaye, et merci de nous rejoindre de Mauritanie. Et je pense que ça tombe vraiment à pipe, surtout avec le post que Lou vient de faire dans le chat. Donc, elle vient de mettre le webinaire qui avait été fait sur les contrats, les finances. Donc, il faut vraiment, je vais vous recommander d'écouter cet enregistrement du webinaire parce que ça va vous donner plus de détails, d'informations sur tout ce qui concerne les coûts. Sinon, je pense que normalement, les coûts de transport des bénéficiaires d'un lieu à un autre pour des formations, tout ça, c'est des coûts qui peuvent être éligibles. Et quant au coût d'aménagement des parcelles, je pense qu'il faut voir peut-être comment innover et qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de cette nouvelle parcelle qui est vraiment novateur et surtout qui prend en compte des éléments, des approches d'adaptation
climat sensible dont on a parlé dans ce webinaire. Je pense que ça dépend de votre innovation et comment vous présentez ça. Donc, mais si juste on veut prendre par exemple les tracteurs pour aller labourer et normalement semer comme ça se fait de façon ordinaire, je ne vois pas un peu d'innovation. Donc, il faut vraiment que ça soit en lien avec les pratiques intelligentes au climat dont on a parlé. Là, ça peut vraiment aider et on verra le lien. Merci. Voilà ce que je voulais dire et les collègues aussi peuvent contribuer. Oui, je vais donner la parole à Bernard pour compléter cette réponse, mais je pense que tu as déjà donné des bonnes pistes de réflexion. Ouais, merci, M. Abdoulaye, depuis la Mauritanie, pour avoir posé cette question très pertinente. Au fait, peut-être il faut repartir sur les objectifs du fonds de compte-partie, parce que c'est très important, c'est des mesures pour, disons, appuyer le secteur privé, donc soit le secteur privé, les coopératives, transformateurs, les acheteurs, pour, disons, développer ou bien renfermer les liens d'affaires qu'ils ont avec le grand groupe des bénéficiaires, des acheteurs, des producteurs, pardon, avec qui ils sont en lien d'affaires. Donc, c'est ça l'objectif. Et quelque chose que nous précisons dans ce sens aussi, le Matching Fund n'est pas fait pour soutenir le core business. Le core business, ça veut dire votre affaire principale. Donc, il y a d'autres mécanismes de financement. Ça peut être des prêts bancaires ou bien des subventions, je ne sais pas comment dire ça. Bon, en tout cas, c'est pour vous dire que ayez en tête que ce fonds, c'est plus pour vous aider à, disons, promouvoir vos clients, que sont les producteurs, et en faisant leur promotion, là, vous améliorez peut-être la qualité du produit ou bien la quantité et autres, et eux aussi, ils trouvent leur compte. Donc ça, c'est l'objectif. Donc, c'est pour dire que, par exemple, l'exemple que vous avez donné, que vous avez 5 hectares, ça peut être aménagé. Si l'aménagement rentre dans votre business, votre propre affaire, je ne crois pas qu'on pourra le prendre en compte. Mais si cet aménagement rentre dans le cadre de démonstration, c'est-à-dire d'en faire des parcelles de démonstration qui vont permettre à ces agriculteurs de venir, disons, apprendre comment votre innovation peut les aider à mieux faire, là, on peut prendre en compte les coûts liés à mettre en œuvre ces aménagements pour les démonstrations. Donc, ça, c'est une. Bon, maintenant, concernant les déplacements, bon, Mohamed a déjà répondu à la question. Ça dépend des cas. Parce que aussi, nous avons des formations spécifiques. Par exemple, si je prends les formations en entrepreneuriat, où l'approche est claire pour nous, on ne finance pas vraiment, disons, de donner des per diem ou bien des frais de déplacement à des producteurs pour venir sur ces formations-là. On essaie de s'arranger pour rester dans un rayon vraiment très court et leur permettre de participer et même de rentrer chez eux. Et ils viennent pour une demi-journée pendant une semaine pour participer à ces formations-là. Donc, il a des spécificités. Essayez de lire encore un peu nos différents documents sur le site web et vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui n'est pas pris en compte. Donc, il a aussi un document qui dit les coûts éligibles. Donc, c'est ce que je peux répondre. Mais vraiment, il ne faut pas que ça vous décourage. C'est pour vous renforcer dans le lien, les liens d'affaires que vous avez avec ces bénéficiaires et c'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est pourquoi on parle de votre contribution 50% et contribution du fonds contributif aussi 50% pour que ces bénéficiaires puissent, disons, améliorer leur manière de faire. Merci. Merci Bernard et merci en tout cas pour la question très intéressante, Monsieur Dia.
depuis la Mauritanie. Et vous voyez que dans le chat, on a reposté le lien webinaire vers le webinaire Contrat et Finances. On a reposté les liens vers tous les autres webinaires que vous avez peut-être pu manquer. Et Bernard a aussi partagé le document sur les coûts éligibles. Donc, je pense que vous pouvez avoir du matériel pour vraiment voir selon votre projet, les innovations de votre projet, ce qui est éligible ou non. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'elle est intéressante pour tous. Et je vois la main de Monsieur Koné-Vali de nouveau levée. Donc, je vais vous redonner la parole. Bon, je crois que c'était merci pour la parole, c'était pour revenir un peu sur ce que Mohamed a dit, qu'il fallait choisir uniquement les femmes comme bénéficiaires à 100%. Donc, j'étais pour dire que spécifiquement pour les spéculations que vous avez choisies là, en Côte d'Ivoire, il est très difficile même d'avoir 30% de femmes en Côte d'Ivoire ici, dans toutes ces spéculations que vous avez choisies, anacarde, maïs et puis cacao. Bon, malheureusement, le cacao n'est pas éligible pour nous. Même pour le maïs et l'anacarde, les femmes interviennent dans la chaîne des valeurs, mais en termes de production, où on peut avoir vraiment, où l'impact des changements climatiques est plus accentué et qui se répercute sur toutes les chaînes, sur tous les autres volets de la chaîne des valeurs, les femmes, en tout cas, ne sont pas, pour la grande majorité, propriétaires de producteurs. Or, généralement, dans cette chaîne de valeur, la base même de l'activité de la chaîne de valeur, c'est la production. Lorsque la production est boostée, les autres maillons de la chaîne de valeur peuvent suivre. Donc, je reste un peu sur ma faim par rapport à la réponse de Ahmed. Merci. Merci en tout cas pour avoir exprimé ce point de vue. Je te laisse la question Ahmed et à Mohamed, mais je commence peut-être à répondre. Effectivement, je ne crois pas que l'idée c'était de viser 100% de femmes, c'était plutôt une suggestion. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir 50% de femmes dans une des formations que vous avez, de prévoir d'autres activités qui incluent 100% de femmes pour avoir un ratio final de 50-50. Pas forcément de faire toutes vos activités à 100% pour les femmes, surtout si dans votre contexte, vous voulez un projet qui adresse le changement climatique et que c'est des hommes qui travaillent à certains niveaux qui sont plus en termes d'influence. Mais peut-être que vous pouvez prévoir d'autres actions pour avoir un ratio final de 50-50. Je crois que c'était ça que tu essayais peut-être de mettre en exergue, Mohamed, mais peut-être que tu peux me corriger. Non, tout à fait d'accord, Lou, tu as bien expliqué. C'était juste une stratégie pour qu'on puisse aller vers. Donc, je n'ai pas dit uniquement, c'est-à-dire développer un projet uniquement pour ça. Donc, ce n'était pas ça, tu l'as bien expliqué. Et je pense aussi, par exemple, le contexte que M. Koné est en train de décrire, par exemple, même un contexte où il y a maintenant, ça donne même l'idée de développer des projets qui sont vraiment liés qui vont vers le renforcement du genre. Par exemple, si la situation et le contexte était qu'on n'a pas beaucoup de femmes détentrices de plantations, donc comment on peut développer un projet pour améliorer l'accès des femmes à la terre pour avoir des parcelles ou des plantations d'anacarde ou bien. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, je pense que la difficulté constitue par exemple une solution et ça peut déjà donner des idées à innover. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci. En tout cas, je pense que c'est une question qui est bien sûr très légitime et très compréhensible aussi de notre part. C'est pas du tout une question de mettre sur le côté les inquiétudes, mais c'est l'idée de donner des pistes de réflexion dans le cadre du projet. Mais comme il nous reste que 5 minutes, je vais prendre quand même la dernière question. Je vois la main de Madame Traoré. Et je pense que ce sera la dernière question pour aujourd'hui, mais je vous donne la parole, Madame Traoré, pour poser votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Moi, ma question, c'était, est-ce qu'une entreprise peut être en consortium avec plusieurs partenaires qui sont dans des filières différentes, par exemple les 3 filières, en maïs, en anacarde et cacao? C'est une très bonne question.
Donc, ce serait une entreprise, entre guillemets, qui aurait donc un consortium et qui travaillerait donc sur les différentes chaînes de valeur. Et donc, est-ce que c'est possible de travailler dans un même projet sur les différentes chaînes de valeur avec un consortium d'entreprises? C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, je vais laisser Mohamed et peut-être Bernard prendre la question, comme ça concerne vraiment les modalités de Oui. Donc, candidature. oui, exactement. Ça, c'est les modalités de candidature, les procédures. Je pense que ici, on cible les chaînes de valeur. Donc, on veut des propositions qui sont vraiment sur des chaînes de valeur. Mais ça peut être des propositions intégrateurs. Mais il faut avoir une chaîne de valeur vraiment qui est visée. Et donc, en termes d'avoir des partenaires qui sont dans d'autres chaînes de valeur, je dirais que aussi ça va dépendre des services qu'ils apportent dans la mise en œuvre de votre proposition. Donc, c'est en termes d'expertise, en termes de contribution financière. Donc, il faut vraiment regarder et voir si ça peut aller ou pas dans le projet que vous visez. Mais bon, peut-être, Bernard, tu peux donner beaucoup plus d'éclaircissement. C'est en lien avec votre session sur les procédures de candidature. Ok, merci Mohamed, merci Madame Traoré pour cette question très très pertinente. Ce que je pourrais dire, ça dépend de vos capacités. Parce que vous voyez ce fonds, donc cette subvention qu'on veut accorder, c'est pour les 18 mois à venir. Et là, il faut voir ce que vous pouvez faire pendant les 18 mois. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aller dans le maïs, le cacao, et peut-être le bétail. Si vous allez dans beaucoup de choses, il faut avoir les capacités aussi pour le faire. On parle d'idées innovantes, on parle d'un certain nombre de bénéficiaires que vous devez, disons, avec lesquels vous devez travailler. Donc, je dirais que ce n'est pas exclu, mais on conseillerait peut-être de se concentrer sur quelque chose pour avoir plus de chance. Parce que si vous sauvegardez vos capacités, tout ça là, on doit analyser vos capacités à le faire. Et même si vous avez des partenaires de consortium, c'est vous qui êtes le chef de file. Et c'est le chef de file qu'on voit d'abord, parce que le partenaire de consortium disons, appuie dans ce que vous voulez faire. Donc, si on voit que, bon, au fait, vous n'avez pas assez de capacité et que vous voulez compter que sur les partenaires de consortium, bon, on peut juger ça autrement pour dire que la mise en œuvre va être difficile. Donc, essayez d'analyser. Ce n'est pas exclu, je dirais, mais essayez d'analyser en fonction de vos capacités. Et le conseil, c'est peut-être d'être plus concentré pour avoir des chances de gagner. Parce que c'est une compétition et on a des évaluateurs qui vont analyser tout ça là et vous donner des notes. Et si avec ça, on ne vous place pas dans un bon rang, vous risquez de ne pas gagner. Merci. Merci Ok, Bernard. vraiment, merci beaucoup. Plus précisément, dans mon cas précisément, par exemple, c'est un cabinet. Un cabinet qui est prêt à accompagner 3 chefs de file. Ah, donc peut-être ce serait différent, ce serait vous. Est-ce que vous avez la possibilité, en tant que membre de consortium, d'être dans différents consortiums? Je comprends la question. Peut-être Bernard, tu peux faire un mot là-dessus? Oui. Là c'est bien de donner la précision que vous êtes cabinet. Au fait, je vous vois plus comme, disons, un prestataire de service qu'un chef de file déjà. Parce que là, vous allez appuyer on a donné les 3 types d'acteurs qui sont chefs de file. Soit c'est des transformateurs dans une des chaînes de valeur, ou bien des coopératives, ou bien des acheteurs. Donc, vous n'êtes pas dans cette catégorie, mais vous pouvez, disons, jouer un rôle en tant que prestataire de service pour les soutenir, et c'est eux qui vont porter le projet et ils vont vous mettre comme
prestataire et après, ils vont signer un accord de prestation donc, avec vous pour rendre les services concernés. Donc ça, c'est de cette manière qu'on voit ça. On ne voit même pas dans un consortium parce que vous, à moins que vous apportez quelque chose au niveau du projet aussi en nature ou bien en cash, là vous pouvez rentrer dans un, mais je vous vois plus en tant que consultant dans un rôle de prestataire de service. Je crois que c'était une question importante et je vois un pouce levé. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre temps. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Je poste dans le chat l'adresse mail, toutes les questions qui n'ont pas pu être répondues aujourd'hui et même des questions qui vous viendraient plus tard. Surtout, n'hésitez pas à contacter sur cette adresse email pour poser vos questions et elles seront répondues sur notre site web. D'ailleurs, je précise, sur le lien du site web que j'ai envoyé, il y a déjà des questions qui ont été répondues. Donc, surtout, vérifiez la foire à questions sur le site web et n'hésitez pas à poser vos questions sur abf-fond@giz.de et pour spécifiquement le cajou sur cachou@giz.de. Et surtout, n'hésitez pas parce que vos questions peuvent aider les autres. Donc, si vous avez une question qui vous taraude, ça vous aide et puis ça aide tout le monde aussi. Et avec seulement 1 minute de retard, je crois qu'on peut clore cette session. Vous pouvez retrouver tout l'enregistrement d'ici demain sur la chaîne YouTube et sur les sites web. On fait encore peut-être une dernière salve d'applaudissements pour notre présentateur et puis les personnes qui ont répondu à nos questions aujourd'hui, Mohamed, Regina, Bernard. Vraiment, merci à vous. Merci pour cette présentation qui était bien complète et très bien réalisée. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente suite de journée. Je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi chez vous, mais en tout cas, vraiment une bonne fin de journée. Et on a vraiment hâte de lire vos concepts. Voilà. Merci Lou pour la bonne modération. Merci beaucoup Lou pour la belle modération. La facilité vraiment avec brio. Ce dernier webinaire, il faut le dire aussi, c'est le dernier de la série. Mais comme elle a dit, tout est maintenant en ligne. Donc, vous pouvez passer en ligne, vous avez tout sur YouTube et vous pouvez encore les suivre. Merci et bonne chance pour la compétition. Bonne chance, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup et bye bye. Merci beaucoup, bonne chance.